Il y a quelques semaines, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il interdirait désormais l'utilisation de la langue inclusive dans ses communications officielles et que cela inclut tous les organismes provinciaux, dont les écoles et les hôpitaux. Pour en parler, nous retrouvons Denis Martin Chabot, animateur de l'émission sur les actualités et enjeux queer à Canal M. Bonjour Denis Martin. Bonjour Thaïs. C'est un plaisir d'être là pour parler justement de c'est un sujet passionnant qui touche à la fois la langue, la politique et nos valeurs. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui a été annoncé exactement et pourquoi maintenant? Bon, l'annonce vient du ministre de la langue française, Jean-François Roberge. La nouvelle politique linguistique de l'État a été mise à jour. En substance, les fonctionnaires du gouvernement québécois ne peuvent plus utiliser de forme d'écriture inclusive dans leurs documents et communications. Et quelles formes sont spécifiquement visées? Ben, c'est assez précis. Là, on vise notamment des mots comme les néologismes, comme le pronom il, qui est formé de il et elle. On peut parler aussi de tous, tant qui est tous et toutes en même temps, ou de cellule, celle et celui, et frère, qui est l'amalgame de frère. Sœur et frère. Voilà. Les doublets abrégés aussi. Ça, c'est un peu compliqué à expliquer quand on parle à la radio, mais c'est les graphiques, les signes graphiques. Donc, ça peut être le point médian, ça peut être le point, ça peut être le trait d'union, ça peut être le point en bas aussi, et, ou la barre oblique, ça existe. Alors, par exemple, ça peut être agente, point, alors agent.e.s pour les agents, agentes. Alors, c'est pour fusionner donc les formes féminines et masculines. Mais ce n'est pas une interdiction de l'écriture non sexiste en général, n'est-ce pas? Non, le gouvernement caquiste dit suivre les recommandations de l'Office québécois de la langue française. L'OQLF, lui, privilégie ce qu'on appelle l'écriture épicène. Oui, alors je vais expliquer ce que c'est. Alors, souvent, on va utiliser d'abord, quand on parle en public, si on est pour parler aux enseignants, ben on sait qu'il y a des enseignants et des enseignants. On va dire ben, les enseignants, les enseignantes, les étudiants, les étudiantes. C'est une façon de faire. Ou encore, on prend des formulations neutres. Alors, au lieu de dire les enseignants enseignantes, on dit le corps professoral ou le corps enseignant. Même chose pour les étudiants. On peut parler de la communauté étudiante, alors ça, ou le personnel, au lieu de dire les employés et employés. Alors, ça évite d'avoir à genrer les personnes qui détiennent ces titres-là. Le ministre Roberge a justifié cette décision en parlant d'une confusion linguistique et d'incohérence causée par le fait que chaque fonctionnaire ou organisme avait sa propre façon d'utiliser les formes, entre autres, des formes d'écriture inclusive. L'objectif est d'assurer la cohérence, l'accessibilité, la compréhension par le plus grand nombre. Et j'ajouterais que ce n'est pas le premier gouvernement à le faire. La France a déjà fait, la Belgique aussi. Et cela s'applique à tous les organismes publics, même l'éducation et la santé, mais pas à l'intérieur des écoles. Oui. Alors, le ministère et les sociétés d'État et les réseaux de santé et d'éducation sont visés dans leur communication officielle. Mais le ministre a tenu à préciser que l'interdiction ne s'applique pas au sein même des écoles et qu'il n'y a pas d'enjeu concernant l'affichage des pronoms préférés dans les signatures électroniques. Par exemple, la mienne, c'est de Denis Martin Chabot et lui. Oui. Pour moi, c'est une façon de respecter les personnes qui ont d'autres pronoms et pour aider à la meilleure compréhension. Ça se fait donc, ça va rester comme ça. Et aussi, ben, on ne va pas interdire à un enfant qui utilise un pronom non genré, on va utiliser le pronom pour lui ou pour elle ou pour elle. Donc une telle décision crée inévitablement des remous. Quelles ont été les principales réactions politiques à cette annonce? Il faut dire quand c'est quand même, quand on parle de langue, c'est toujours très émotionnel. Alors, d'abord, le Parti québécois a appuyé le gouvernement par la voix de son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. Lui, il estime que l'écriture inclusive n'amènerait aucunement plus d'inclusion, mais elle amènerait des complications. Bon, c'est un slogan. Il a toutefois critiqué la CAQ pour ce style caquiste d'imposer une décision sans débat ou consultation préalable. Mais c'est surtout du côté de Québec solidaire que l'opposition est la plus vive. La députée Manon Massé a accusé le gouvernement d'inventer des problèmes pour détourner l'attention de leur bilan minable en éducation. Et elle pointe aussi une incohérence parce que comment permettre sur les permis de conduire, les cartes d'assurance maladie, le marqueur X, au lieu de M ou F, on peut indiquer X quand on est non-binaire, et interdire par le fait même le pronom de choix dans les documents officiels. Alors en passant, le mot, donc le MX, va demeurer quand même en usage. Mix Martin, si on se rappelle bien,
ça va continuer. Bon, c'est sûr que la décision de Québec d'interdire des mots émergents comme IL dans les communications de l'État, ça en surprend plusieurs, parce qu'il faut dire quand même que ça fait depuis 2010 que c'est dans le dictionnaire, hein. Donc, ça en surprend plusieurs, notamment dans des groupes communautaires queer. Marie Ouzo est la directrice générale de GRI, c'est le groupe de recherche et d'intervention sociale. C'est la section de Montréal dont elle est la directrice générale. D'organismes communautaires qui démystifient les orientations sexuelles et les identités de genre par la méthode du témoignage. Alors, pour elle, c'est de mettre du temps sur quelque chose qui ne cause pas de difficultés. Chacun est libre de l'adopter ou pas. On peut utiliser la langue inclusive ou pas dans nos... C'est libre. Et ça va continuer tel quel. Elle croit aussi que la langue française évolue tout le temps avec des mots qui se créent et d'autres qui disparaissent. Je peux toujours donner l'expression suivante. On parle d'une demoiselle pour une femme qui n'est non mariée et dans le temps, c'était damoiseau, mon damoiseau. Oui. Pour un homme, et c'est une expression qui est désuète, on n'en parle plus. Même le mot de demoiselle va finir par tomber dans la désuétude aussi. Alors, il y a d'autres groupes là, qui pensent plutôt que le gouvernement a une vision peut-être plus politique, peut-être une vision même un peu plus divisive et qui cherche à vouloir effacer l'existence des personnes non-binaires en ne leur permettant pas d'avoir la communication dans leur langue ou dans une langue qui respecte leur choix d'être binaire ou non-binaire. Donc, au cœur de ce débat se trouve la règle la plus souvent remise en question par les partisans de l'inclusivité. Le masculin l'emporte sur le féminin. Denis Martin, quelle est l'origine de cette fameuse règle? Ça, je trouve que c'est une question qui est vraiment importante, elle est cruciale, parce que beaucoup croient que la règle est immuable, qu'elle a toujours existé, alors que l'histoire nous dit autrement. Et expliquez-nous. Oui, alors au Moyen Âge, la règle était beaucoup plus souple. On parlait de la règle de proximité ou la loi du plus proche. Alors, l'accord se faisait avec le nom le plus proche dans la phrase. Si vous aviez les hommes et les femmes sont grandes, parce que c'était femmes qui étaient plus proches de l'adjectif, et c'était tout à fait correct. Et qu'est-ce qui a changé? C'est arrivé au 17e siècle, principalement avec les grammairiens, que la règle du masculin générique s'est imposée de manière dogmatique. Des figures comme Claude Favre de Vauchelas, au moment de la création de l'Académie française, ces gens-là ont théorisé une nouvelle règle. Ils affirmaient, par exemple, que le genre masculin est plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle. Hein? Le patriarcat, on t'aime. Hein? Oui, on retrouve la supériorité du mâle, c'est super. Ouais. C'est une justification clairement idéologique et sociale, hein, et non purement linguistique. Oui, parce que la langue, finalement, elle évolue hein, avec les gens qui l'utilisent. Alors, c'est une décision politique, c'est une décision sociale qui visait à restructurer la hiérarchie de l'époque où l'homme, encore une fois, patriarcat oblige, était considéré comme l'universel, le sexe noble le plus fort, et la femme comme le particulier. L'écriture inclusive, donc, en voulant revenir à une reconnaissance explicite des genres, par le dédoublement, par exemple, ou en cherchant de nouvelles formes avec des néologismes, cherche donc à dégenrer la langue, hein, de défaire ce qui a été fait au XVIIe siècle pour qu'elle représente la société actuelle et non plus cette société d'antan. La décision du Québec qui choisit de maintenir les pratiques actuelles basées sur le dédoublement du masculin est jugée acceptable, mais c'est un compromis pour la clarté linguistique et ce n'est pas un compromis qui va plaire à ceux qui, celleux, hein, je veux dire, celleux qui voudraient que la langue soit plus inclusive. Donc, Denis Martin Chabot, il est clair que ce débat n'est pas prêt de se clore. Non, ça ne va pas se clore tout de suite. C'est un rappel donc que la langue, c'est un outil vivant. La langue française évolue, a toujours évolué. Je rappelle aux gens que le mot Lefebvre, par exemple, c'était dans le temps que le V et le U s'écrivaient pareil. C'était Monsieur Lefebvre, mais le V a changé. Alors donc, il y a toujours une évolution, puis c'est toujours un lieu de tension parce que ça affecte aussi comment les gens se définissent. Ça joue avec la tradition. Alors la balle est dans le camp de l'usage. La population adoptera-t-elle les formes malgré l'interdiction de l'État? C'est une histoire à suivre. Merci beaucoup, Denis Martin Chabot, pour cet éclairage sur cette décision. Au plaisir.